La civilisation chinoise, par son rayonnement durant plusieurs millénaires, a fortement imprégné toute l'Asie de l'Est, et notamment le Japon. Partageant de nombreux points communs, notamment sur le plan civilisationnel, leurs destins divergent à l'arrivée massive des puissances occidentales au XIXe siècle. D'un côté, le pays du soleil levant s'industrialise, se dote d'une armée moderne et se lance dans une politique impérialiste. De l'autre, l'Empire du Milieu, se retrouvant totalement dominé par les puissances occidentales, notamment après les 2 guerres de l'opium, et s'enfonçant dans une guerre civile longue et meurtrière. Ce destin à part du Japon mènera à une relation l'unissant aux USA aussi profonde que complexe, mêlant haine et amour. On peut dire que la base de cette relation prend ses sources dans l'expédition militaire états-unienne de 1853, visant à forcer l'ouverture des ports japonais. Les Japonais en garderont une certaine rancœur, qu'ils garderont de côté durant des décennies, achetant aux Américains une partie du matériel nécessaire à la modernisation du pays. Cette rancœur explosera lors de la Seconde Guerre mondiale, après que les mesures économiques prises en conséquence de la Seconde Guerre sino-japonaise de 1937 à 1945 aient étranglé l'économie du Japon, provoquant Pearl Harbor. S'ensuivra une guerre raciale, opposant la supposée supériorité japonaise aux Américains guidés par leur destinée manifeste, découlant sur un conflit des plus violents de l'histoire. Pourtant, ce conflit d'une rare violence, se concluant sur 2 crimes de guerre ne disant pas leur nom, donnera lieu à un puissant lien unissant ces 2 pays. Après 6 ans d'occupation, le Japon retrouve son indépendance et le droit de maintenir une armée, avec le traité de San Francisco, qui entérine ainsi la présence des forces américaines sur le sol nippon, ainsi qu'une puissante aide économique permettant au pays de réaliser son miracle japonais, transformant ainsi un pays exsangue en puissance économique et technologique. De par l'article 9 de sa constitution, le Japon a renoncé au droit souverain de mener une guerre autre que défensive. De cet article est né le nom si particulier des forces armées japonaises, les forces d'autodéfense japonaises. Les forces armées japonaises se caractérisent également par leur taille. En effet, pour une population 2 fois supérieure à celle de la France, le Japon compte moins de soldats. Cela s'explique par le rôle purement défensif de cette force, ainsi que par la protection étendue de la part de Washington, notamment via des bases et le stationnement permanent de la 7e flotte à Yokosuka. D'autant plus que l'ennemi vers lequel les défenses de l'archipel étaient tournées auparavant était la Russie. Ainsi, le rapprochement de Washington en 1976 avec la Chine a écarté pour un temps la menace. Les soviétiques considéraient cette zone comme secondaire comparée au front européen, ce qui n'en faisait en aucun cas une zone d'opération offensive pour eux. Toutefois, la situation a changé. En effet, si l'URSS a volé en éclats et a été remplacée par une Russie ne cherchant pas vraiment le conflit avec le Japon, la voyant même comme un contrepoids à la Chine dans la région, cette dernière se montre de plus en plus agressive, réveillant de vieilles prétentions sur les îles endormies durant plusieurs décennies afin de ménager Washington. Mais maintenant que les Américains sont devenus l'ennemi public numéro 1 et que la marine chinoise a pris assez de muscles pour tenir tête à la puissante US Navy, il est l'heure de revendiquer les territoires perdus. Ainsi, face à cette nouvelle menace, le Japon redéploie ses forces, mais change aussi sa législation et investit massivement dans son armée. Concernant sa relation avec la Chine dans le monde post-guerre froide, les 2 puissances rentrent en concurrence à divers niveaux. Respectivement 2e et 3e économie mondiale, une rivalité économique s'est peu à peu installée entre Pékin et Tokyo, chacune utilisant leur puissance dans le domaine en vue de renforcer leur hard power et peser ainsi davantage sur la scène géopolitique internationale. En outre, les 2 pays s'affrontent régulièrement sur des contentieux territoriaux en mer de Chine et la délimitation des zones exclusives économiques, comme c'est le cas pour l'archipel des Senkaku. Le principal tour de force de Shinzo Abe, le premier ministre japonais, a été de changer la mentalité de son peuple, en le préparant doucement à une remilitarisation. La preuve la plus flagrante de ce changement est sans doute la nouvelle interprétation de l'article 9, qui considère maintenant la défense d'un allié comme un acte d'autodéfense, ouvrant ainsi la voie au déploiement des forces nippones à l'étranger dans un conflit avec un but combattant. Et face à ces changements, la société japonaise, pourtant considérée comme la plus pacifiste du monde, n'a pas bronché. Preuve que la menace chinoise inquiète suffisamment pour mettre de côté ces idéaux bien implantés.
De plus, une augmentation constante du budget de la défense a permis de trouver des parades face à ces nouvelles menaces, comme par exemple l'acquisition d'un bouclier antimissile pour faire face à la menace balistique de la Corée du Nord, ou l'achat d'une centaine de F-35 aux Américains afin de renforcer les forces aériennes et créer une aéronavale. Car l'autre grande nouveauté de l'ère AB est sans aucun doute le retour des porte-avions dans l'arsenal nippon. Arme phare de la guerre du Pacifique, le Japon avait fait une croix dessus depuis plus de 70 ans. Toutefois, malgré ces efforts, le Japon reste dépendant des Américains pour sa sécurité. Ses forces réduites et une conscription inexistante ne permettent pas à l'archipel de pouvoir tenir tête bien longtemps sans appui extérieur. Cette alliance offre aux Nippons un accès à un arsenal important qu'ils modifient afin de répondre à leurs propres besoins. Ceci explique en partie pourquoi Shinzo Abe a tant cherché à calmer l'animosité du nouveau président américain Donald Trump quand celui-ci est arrivé au pouvoir, en portant haut sa rancœur envers le Japon. Le soutien militaire américain est vital pour l'archipel et vaut bien un investissement plus important en matière de défense et l'achat d'une centaine de chasseurs supplémentaires aux Américains. Toutefois, il serait bon de rappeler à Shinzo Abe que les États-Unis sont loin et que, outre les forces prépositionnées, les renforts américains mettront du temps à arriver. En conséquence, ménager les autres alliés régionaux faisant face à la même menace, comme la Corée du Sud, serait ainsi un gage de survie supplémentaire, au lieu d'envenimer les relations en détricotant l'histoire à la faveur de thèses nationalistes à la visée électorale. En conclusion, ainsi, comme on a pu le voir, la mer de Chine orientale est une zone de tension, où les influences sino-américaines s'entrechoquent. Taïwan, la Corée et le Japon se retrouvent pris dans cette guerre d'influence. Si, via les événements succédant à la Seconde Guerre mondiale, Washington a pris position dans la région, s'assurant l'alliance de la majorité des pays s'y trouvant, il semblerait que la Chine tente de détrôner le leadership américain en récupérant les territoires revendiqués par la force nécessaire. Cette volonté prend différentes formes, politiques, comme des tentatives de rapprochement avec la Corée du Sud et Taïwan, mais aussi militaires, avec une augmentation des forces de Pékin, notamment maritimes, dans le but de contester l'hégémonie de l'US Navy dans la région. Cela étant, il semblerait que la région soit une nouvelle poudrière, n'attendant qu'une étincelle pour exploser. La question étant de savoir qui la déclenchera. Nous vous remercions d'avoir suivi cette série, nous espérons qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à commenter, à nous expliquer comment nous pourrions nous améliorer. Et sur ce, je vous souhaite une excellente journée.